Vous avez adoré notre épisode qui vous racontait la fin de Dr House, X-Files ou How I Met Your Mother. Deuxième épisode aujourd'hui de ces fins que vous n'avez jamais vu avec Stargate, Malcolm, Buffy contre les vampires et Code Quantum. Voyons voir ce que vous avez raté. Stargate SG1. Ah, ce générique, j'aimais tellement cette série. C'est l'histoire d'archéologues qui découvrent en 1928 un étrange objet sous les pyramides égyptiennes. C'est un cercle en métal inconnu que l'armée américaine décide de cacher jusqu'à ce que le scientifique Daniel Jackson en perce le mystère et arrive à l'activer. C'est une porte des étoiles, un moyen d'accéder à d'autres planètes de l'univers pourtant éloignées de millions d'années-lumière. Et c'est tout l'intérêt de cette série. Pendant ces 214 épisodes, on va voyager, découvrir de nouveaux paysages, de nouvelles formes de vie, de nouvelles civilisations. Bon, après c'est quand même bizarre que la plupart des extraterrestres ressemblent à des humains, mais bon. Stargate SG1, c'est aussi des menaces venues d'autres mondes, des virus extraterrestres, des insectes sangsues qui aspirent ton énergie vitale, ou des araignées robots capables de se répliquer à l'infini et qui vaudrait mieux ne pas importer sur Terre. Bref, un joli bestiaire. Nos héros sont donc des militaires qui ont pour mission de sauver la Terre et l'univers, aidés par un extraterrestre iconique, Teal'c, qui se trouve lui-même en guerre avec les Goa'uld, des vers parasites aliens très puissants, très intelligents, qui vivent en prenant le contrôle d'un hôte. Trop mignon. C'est eux qui dans le passé ont construit les pyramides quand ils asservissaient la Terre. Problème, depuis qu'on a réouvert le portail, ils aimeraient bien revenir. Les grands méchants de la série sont donc ce qu'on a considéré être les dieux égyptiens. Apophis, Osiris, Sokar, Anubis, Ra, ce sont des monstres de puissance à la tête d'armées spatiales gigantesques. Au fil des saisons, on va découvrir des factions rivales de Goa'uld qui sont à l'origine d'autres mythologies. La phénicienne avec Baal, l'hindoue avec Nirti, la chinoise avec Yu et même la grecque avec Chronos. Tous de grands méchants que nos héros vont devoir battre. La Terre va même se faire attaquer, mais on va découvrir en Antarctique une arme antique qui permettra de nous défendre. À la saison 9, enfin, les Goa'uld sont éliminés pour de bon. On en arrive donc à la fin de la série, sa 10e et dernière saison. Bon, ça a pas mal bougé du côté des héros. Hammond prend sa retraite, la Docteur meurt, le héros Jack O'Neill disparaît de la série en accédant au haut commandement. Du coup, faut un nouveau personnage principal, et ça sera Cameron Mitchell avec 2 extraterrestres supplémentaires dans l'équipe. Il y a aussi Daniel Jackson, le scientifique, qui non seulement va voir sa femme mourir, mais qui va se faire mortellement irradier pour sauver ses amis. Des adieux émouvants. Pleurez pas trop, parce qu'avec les pouvoirs du scénario, il atteindra l'ascension et se ressuscitera à la saison 7. Donc voilà le casting avant, et celui après, on reconnaît plus grand monde. Mais donc sans Goa'uld, c'est qui les nouveaux méchants ? Eh bien, il y a 60 millions d'années, régnait dans l'univers une race légendaire aujourd'hui disparue, les Alterans. Jamais personne n'a été aussi avancé technologiquement. C'est eux qui ont créé les portes des étoiles et même les êtres humains. Enfin, je dis disparus, mais il y a des survivants, les Orailles. Et c'est pas des gentils. Ce sont des religieux fanatiques qui veulent défendre leur domination à l'univers entier et ils sont surcheatés. Résurrection, bouclier magique, télékinésie, ça semble impossible de les battre. Et malheureusement, le dernier épisode de la série ne nous donne pas vraiment la fin. Pire, elle marque l'extinction définitive des Asgard, les seuls trucs qui ressemblaient à des extraterrestres dans la série. Heureusement, il y a les téléfilms pour connaître la fin, avec Stargate, l'Arche de Vérité. Donc, ils arrivent à communiquer à l'univers entier la vérité sur la fausse religion des Orailles, et ça se termine en combat magique, vu que les humains sont pas assez puissants pour faire quoi que ce soit. Un deuxième film clôturera définitivement la série avec Stargate Continuum. Et là, c'est le fanservice pur. Baal, un des méchants récurrents, développe une machine à voyager dans le temps pour revenir en arrière et corriger ses erreurs. Donc on revoit tous les méchants emblématiques de la série, maintenant à ses ordres. Même Teal'c est passé chez l'ennemi, vu que Baal est remonté avant sa rencontre avec les héros. Et puis pendant qu'on y est, il va même tuer des personnages avant qu'ils naissent, autant vous dire qu'il reste plus grand monde. Comment gagner ? Comme toutes les histoires de voyage temporel, remonter encore dans le temps. Au final, tout rentre dans l'ordre, les méchants sont morts, et la paix est enfin réinstaurée dans l'univers. On pourrait se dire que c'est fini, mais non. La série a eu tellement de succès qu'elle a donné naissance à une série de comics, une web-série et même 2 spin-offs,
Stargate Atlantis, 5 saisons, et Stargate Universe, 2 saisons. Les méchants, c'est maintenant les robots et les insectes dont je vous parlais au début, mais qui ont pris une forme humaine. Bref, les problèmes recommencent. Ceci dit, faute de budget, on connaîtra pas la fin de tout ça, sinon sur le blog du scénariste, qui nous raconte comment il aurait aimé clore la série. Du coup, il y a la porte des étoiles dévoilée publiquement au monde. Qu'est-ce que ça aurait eu comme implication ? Bah ça, on le saura sûrement jamais. Reste qu'avec ses 17 ans d'existence, la saga Stargate aura réussi à prendre sa place bien méritée de série SF culte. Malcolm. On a tous déjà vu cette série. Il y avait 15 millions de téléspectateurs par épisode, rien que pour les États-Unis. Elle se paye même le luxe d'avoir l'acteur qui jouera plus tard Walter White dans Breaking Bad. On suit donc les aventures d'une famille tout à fait banale, à part que tout le monde a l'air à moitié taré. Combien pèse ma tête ? 0. On a la mère névrotique et sadique quand il s'agit de la réussite de ses enfants, le père paresseux et immature, Francis le rebelle, Reese le stupide, ou Dewey, celui que tout le monde adore, le rêveur qui se fait tout le temps bully, mais quand il se venge, il va pas de main morte. Ça veut dire que t'es une fille ? Je suis un garçon. Excellent. Le seul à peu près normal, c'est le héros Malcolm, tellement surdoué qu'il sait presque qu'il joue dans une série. Je sais pas pourquoi, mais l'épisode qui m'a le plus marqué, c'est celui de la marche rapide. Ça devient à la mode, il y a un gars super fort qui attire toutes les filles, du coup le père jaloux décide de s'y mettre, et c'est juste totalement absurde. Même mon cerveau d'enfant n'y comprenait rien. Un des grands mystères de la série, c'était de connaître le nom de famille de la famille. À chaque fois qu'on a moyen de le connaître, un événement l'empêchait. Et maintenant, nous allons entendre notre major de promotion, Malcolm. Mais dans le dernier épisode, il se passe un truc. Une carte de Francis tombe, et en zoomant très fort, on peut lire Francis no last name. Ce qui veut dire pas de nom en anglais. Ouais, on a été piégé. Ceci dit, dans l'épisode pilote de la série, le tout premier, ils n'avaient pas prévu le coup, et sur un badge, on peut lire Wilkerson. Mais du coup, comment cette série se termine ? Eh bien, c'est plutôt une belle fin. Malcolm étant surdoué, il se fait proposer un job de rêve ultra bien payé, alors qu'il n'a même pas encore commencé ses études supérieures. Sa mère refuse, Malcolm est furieux. Dans le même temps, Reese s'est mis en tête de fabriquer le mélange le plus puant possible pour foutre le boxon à la remise des diplômes. Et quand par erreur, le mélange explose sur la famille, Malcolm explose de colère et balance tout ce qu'il a accumulé de frustration pendant les 7 saisons de la série. En réponse vient le monologue de la mère qui explique pourquoi elle a toujours été aussi sévère avec leur fils. Ils sont de la classe moyenne pauvre. Le destin ne les destine qu'à la médiocrité, alors elle se bat pour que cette classe sociale existe, que Malcolm aille à Harvard et devienne président des États-Unis. Chose qu'au fond Malcolm souhaitait lui aussi, sans en avoir jamais parlé. La scène est forte, surtout quand on sait qu'elle a été tournée en une fois et que c'était même la toute dernière scène qui a été filmée. Le studio commençait déjà à être démonté, c'était une ambiance d'adieu, et ses yeux mouillés pendant sa réplique, c'était pas du jeu. C'était l'émotion de savoir qu'il allait quitter ces gens qui étaient un peu devenus une seconde famille. Alors à la fin, que sont devenus les personnages de la série ? Ali et Lois attendent un nouveau bébé, Francis fonde une famille, Reese a quitté la maison pour vivre en coloc avec le voisin, Malcolm cartonne à Harvard, et Dewey fait des bêtises avec son nouveau petit frère Jamie, comme pour perpétuer la tradition familiale. Une très belle fin qui pourrait avoir sa suite 20 ans plus tard. Les enfants ont évidemment tous grandi, et les parents, plus grisonnants, rappellent la marque du temps. Buffy contre les vampires. C'est une série culte des années 90. Chaque semaine, c'était plus de 5 millions d'Américains qui étaient là, au rendez-vous, pour les 144 épisodes de la série. On suit les aventures de Buffy Summers, une adolescente élue par le destin pour être la tueuse, une surhumaine aux capacités exceptionnelles dont la mission est de vaincre les démons sur Terre. Et il se trouve que dans leur petite ville de Sunnydale, il y en a beaucoup, puisqu'ils sont juste au-dessus d'un portail démoniaque. Je me souviens du traumatisme causé par les gentlemen, avec leur sourire là, c'était un cauchemar. Ils avaient la capacité de te retirer le son de ta voix pour t'empêcher de crier quand ils t'arrachaient le cœur. Bon, ça reste quand même une série légère. Buffy, c'est avant tout une lycéenne avec sa bande de potes pas toujours très fufutes. Moi perso, j'étais amoureux de la sorcière Willow, un peu comme tout le monde je pense.
Buffy doit donc chercher un équilibre entre son rôle de tueuse, ses cours au lycée et sa vie sentimentale. Spoiler, elle y arrivera jamais. Pour vous dire, son premier petit copain, ça sera Angel, un beau gosse ténébreux qui joue au mec trop dangereux pour être en couple. Et pour cause, c'est un vampire maudit qui, s'il trouve le bonheur, perdra son âme pour devenir un monstre. Pas de bol, ça se passe pendant leur première fois. Buffy perd sa virginité et elle doit tuer son premier petit copain. Super. Par contre, elle apprendra pas de ses leçons puisqu'elle sortira avec un autre vampire et un chasseur de vampires. Ça se passera pas mieux. Dans la saison 5, alors qu'elle se fait constamment défoncer par la nouvelle super méchante, que sa petite sœur se fait chasser par les démons, Buffy doit carrément se sacrifier, mourir pour sauver tout ce petit monde. Non, écoute-moi, je t'en prie, le temps risque de manquer. Et c'est une vraie mort, Tout le monde pleure et la série aurait dû se terminer là. Mais bon, on va pas arrêter une série qui marche quand même. Saison 6, on la ressuscite avec un rituel. Vous vous foutez de ma gueule! Enfin, dans la dernière saison, Buffy se confronte avec un ennemi qu'elle ne peut pas tuer, le mal personnifié. Une entité qui se sert de vos doutes pour vous pousser au suicide et au désespoir, jolie métaphore de la situation mentale de Buffy. Le seul moyen d'arrêter cet ultime méchant, c'est de réunir toutes les tueuses du monde façon Avenger, afin de buter tous les monstres qui sortent du portail lors de la grande bataille finale. Mais ça marche pas, Plein de personnages meurent, tout semble perdu, mais c'est sans compter sur Spike, l'ex de Buffy, qui a un médaillon solaire capable de tuer les vampires. Problème, c'en est un aussi, du coup, il se tue lui-même. Mais attention, petite déclaration d'amour juste avant de mourir, sinon c'est pas drôle. I love you. C'est l'explosion finale, fin. La ville de Sunnydale est détruite, Buffy est enfin libre. Plus de démons, plus de lycée, plus de ville maudite à protéger, elle peut enfin vivre sa jeunesse normalement, tout ce qu'elle attendait pendant ces 7 saisons. Bon, même si dans les faits, il y a 5 saisons supplémentaires au format comics, on y apprend que Buffy devient chef d'une organisation internationale qui forme les nouvelles tueuses, sauf que la Maison Blanche l'apprend et fera tout pour acquérir ses pouvoirs afin de régner sur le monde. En parallèle, j'en parle vite fait, il y a eu la série Angel. Tu sais, l'ex-vampire Dark Sasuke qui se transforme en super démon quand il trempe la biscotte. Bon bah, c'était une série plutôt sympa, plutôt sombre, plus adulte que Buffy, mais faute de budget, la série n'aura jamais de fin. C'est dommage parce qu'on termine carrément sur un cliffhanger de ouf avec la ville envoyée en enfer et des héros au bord du gouffre. Ceci dit, rassurez-vous, la suite on la trouve aussi dans les comics. La ville est ravagée, les gens meurent et on règle tous les problèmes en remontant dans le temps. La facilité scénaristique. Code Quantum. Quand j'étais enfant, cette série me marquait. Elle me plongeait dans une sorte de mélancolie triste. C'était un beau succès, 5 saisons avec 14 millions de téléspectateurs par épisode, c'est juste que la série est vieille et qu'elle est restée dans les greniers. Code Quantum, c'est l'histoire d'un physicien qui essaye d'inventer une machine à remonter dans le temps, mais l'expérience tourne mal, et notre héros est envoyé dans le passé, dans un corps qui n'est pas le sien. Oh bravo! Impossible de retourner à son époque. Il voyage constamment, de façon totalement aléatoire, en se réincarnant dans des personnages du passé. Il se retrouve soldat au milieu de la guerre, en plein match de baseball, pilote d'un avion de chasse, ou carrément membre du Ku Klux Klan. Il y a des épisodes qui font réfléchir, comme quand il devient un handicapé, une femme, ou un personnage afro-américain en pleine ségrégation, ce qui l'oblige à vivre des situations dont il n'a pas l'habitude. À chaque épisode, il va résoudre les problèmes du personnage qu'il incarne avant de se faire téléporter vers une autre époque, encore et encore, sans qu'il sache pourquoi ni quand ça va se terminer. Son seul lien avec le présent, ça sera son ami Hal, qui communique avec lui via un hologramme. Le problème, c'est que le héros est coincé dans le temps, et ce, jusqu'au dernier épisode. On pourrait penser que ça se terminerait bien, mais pas du tout. Écran noir, le docteur ne rentrera jamais à la maison. Voilà comment ça se termine. C'est badant, mais laissez-moi vous expliquer le dernier épisode. Le héros apparaît à la croisée de l'espace et du temps, dans un bar où il peut parler avec les personnages qu'il a rencontrés dans le passé. Une théorie voudrait qu'à ce moment, il soit en fait au paradis et que le barman est Dieu. Il lui fait comprendre la nature de sa mission et qu'au fond, il a le pouvoir de contrôler sa téléportation. Sachant ça, le héros décide de se retéléporter dans son propre corps, mais pas au présent, un peu avant, en 1969. À cette époque, son meilleur ami Hal, l'hologramme, a vécu une tragédie dans sa vie.
Capturé au Vietnam, sa femme le pensant mort, refait sa vie avec un autre homme. À son retour, c'est le choc et Hal ne put jamais retrouver le bonheur, le cœur rongé par les remords. En revenant en 1969 dans son propre corps, le héros peut prévenir sa femme que Hal n'est pas mort. Dernière scène, le texte nous apprend qu'elle ne divorcera jamais et que donc Hal put mourir à ses côtés en donnant à ce monde 4 beaux enfants. Vous l'aurez compris, si le héros ne revient jamais à son époque, c'est parce qu'il a une mission. Réparer les tragédies du passé, un ange gardien à travers le temps. C'est beau, mais c'est badant. L'acteur principal a même avoué que son fils a fondu en larmes, inconsolable pendant des jours. Mais j'ai une info de fou pour vous, il y a une fin alternative qui avait été imaginée et même filmée et dont les archives sont ressorties 20 ans après la diffusion. On voit donc Hal et sa femme heureux qui trouvent un plan pour faire revenir le héros dans le présent. Ça n'est pas montré, mais voilà comment la série aurait pu se terminer. Et j'espère que cet épisode vous a plu, ces 4 belles séries de mon enfance que j'adorais. Si vous voulez avoir un nouvel épisode, pensez à vous abonner, à liker et nous dire en description les 4 prochaines séries que vous voulez. Merci de nous avoir suivis. Allez les amis, ciao!